grand B, les qualités de la possession utile. Il ne suffit pas de réunir le corpus et l'animus pour faire produire des effets juridiques à la possession. Encore faut-il que cette possession présente certaines qualités, certaines caractéristiques cumulatives qui pourront la rendre efficace au sens juridique du terme. Selon l'article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'appréciation de ces caractéristiques énoncées par le législateur relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque l'un de ces caractères fait défaut, on dit que la possession est viciée. Il y a vice de discontinuité, de violence, de clandestinité ou encore d'équivoque. Dans ce cas, la possession ne peut plus être qualifiée de possession utile et elle ne peut plus produire d'effet de droit. L'article précité du Code civil, l'article 2261, énonce 6 qualités: continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En réalité, les conditions de non-interruption et de possession à titre de propriétaire ne sont pas des conditions d'efficacité de la possession. Ce sont de véritables conditions d'existence de la possession. Il ne s'agit pas de simples qualités, elles font partie des éléments constitutifs même de la possession. Et donc, elles ont été traitées avec ces éléments constitutifs. Il reste alors 4 qualités qui doivent être étudiées. La possession doit être continue, premièrement, paisible, deuxièmement, publique, troisièmement, et non équivoque, quatrièmement. Premièrement, une possession continue. Alors, dire que la possession doit être continue, c'est exiger que le possesseur accomplisse les actes correspondant au droit auquel il prétend sur la chose, donc les actes matériels identifiés précédemment, sans intervalle anormal, comme le ferait le véritable titulaire du droit. Le possesseur doit exercer son appropriation, son pouvoir de fait sur le bien, de façon régulière, répétée ou même continue. Il a été jugé par la Cour de cassation que la possession est continue lorsqu'elle a été exercée dans toutes les occasions et à tous les moments où elle devait l'être, d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. Ce caractère de continuité est apprécié souverainement par les juges du fond. Et pour faire cette appréciation, les juges du fond vont tenir compte de la nature de la chose et ils vont procéder au cas par cas. C'est donc une appréciation in concreto. Par exemple, un arrêt rendu à propos d'un pâturage de haute montagne retient qu'il est normal que ce pâturage ne soit pas utilisé pendant toute l'année, mais qu'il ne soit utilisé que quelques mois par an. Même chose pour un voilier de plaisance qui ne sera utilisé que pendant les mois d'été. À l'inverse, il a été retenu en jurisprudence que cesser d'effectuer des coupes régulières dans un bois pendant 9 ans, après avoir autrefois pratiqué de telles coupes, constitue une discontinuité. Cette règle de l'exigence d'une possession continue doit être conciliée avec une autre règle selon laquelle la possession se conserve solo animo, c'est-à-dire par la seule intention, même en l'absence d'acte matériel. Il a cependant été jugé que la possession solo animo, donc par la seule intention, subsiste seulement tant qu'elle n'est pas volontairement abandonnée par le possesseur, ni détruite par la possession contraire d'un tiers. En l'absence d'une possession continue, si les juges n'identifient pas ce critère, on dit qu'il y a vice de discontinuité.
C'est un vice temporaire, mais absolu, qui peut donc être invoqué par toute personne qui a un intérêt à contester la qualité de possesseur. Deuxième caractère, deuxièmement, une possession paisible. La possession doit, selon le législateur, être paisible, c'est-à-dire non-violence, c'est-à-dire non violente, donc exempte de violence matérielle ou morale dans son appréhension et durant son cours. Elle doit avoir été acquise d'une façon légitime et conservée de la même manière légitimement. Selon l'article 2263 du Code civil, les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. La violence est en effet, par nature, contraire à la possession, puisque cette possession est censée être une construction pacifique du droit. Cette violence dans la possession est appréciée par les juges lors de l'entrée en possession du bien, mais aussi pendant le cours de la possession. Si jamais la violence cesse, la possession utile pourra commencer. La violence peut donc n'être qu'un vice temporaire. Les juges ont précisé d'ailleurs que la violence ultérieure, mise en œuvre pour défendre la possession en cours, ne vicie pas cette possession. Le vice de violence est un vice relatif, ce qui signifie qu'il ne peut être invoqué que par celui qui en est victime et non par les tiers. À l'égard des tiers, une possession qui n'est pas paisible demeure tout de même utile. Troisième caractère, troisièmement, une possession publique. Le législateur exige que la possession soit publique, c'est-à-dire non clandestine, ostensible, extériorisée, manifestée aux yeux de tous par des actes apparents. Alors, cela ne signifie pas forcément qu'elle doit être connue de tous, mais cela veut dire que chacun peut, s'il y prête attention, se rendre compte que la maîtrise apparente de la chose par le possesseur existe. Le possesseur ne doit pas se comporter furtivement et dissimuler sa possession à l'égard de ceux qui auraient intérêt à la connaître. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de volonté de dissimulation matérielle ou juridique, par exemple le voleur du bien qui va se cacher pour utiliser ce bien. Si la possession n'est pas publique, on dit qu'il y a vice de clandestinité. Ce vice de clandestinité est un vice relatif qui ne peut donc être invoqué que par la personne à qui la possession a été dissimulée. C'est également un vice temporaire parce qu'il va cesser dès que la possession devient publique. Le quatrième et dernier caractère, donc quatrièmement, est la possession non équivoque. Le législateur exige enfin que la possession soit non équivoque. Cela veut dire que le comportement du possesseur doit manifester clairement son intention de se conduire en propriétaire. Les tiers doivent comprendre l'intention évidente du possesseur de se comporter en propriétaire. Une attitude équivoque va en effet affecter l'animus, l'élément psychologique, si l'on ne sait pas si la personne agit comme propriétaire, comme copropriétaire ou comme indivisaire, la possession va être viciée dans son élément intellectuel. C'est le cas par exemple lorsque c'est un copropriétaire qui agit ou lorsque c'est un époux marié sous le régime de la communauté de biens ou encore lorsque c'est un héritier en indivision. Dans ce cas, la propriété est équivoque tant que le partage n'a pas été clairement réalisé. Autre exemple, la personne qui accepte d'acquérir des voitures sans se faire remettre les cartes grises
ou sans vérifier que les vendeurs détiennent ces cartes grises, ne pourra pas invoquer une possession dépourvue d'équivoque. Le vice d'équivoque est un vice absolu qui peut être invoqué par tous et temporaire qui va donc cesser dès que le possesseur aura agi clairement par rapport au bien. C'est le vice le plus souvent invoqué devant les tribunaux. Alors, lorsque la possession présente l'ensemble de ces qualités, elle est qualifiée de possession utile et elle peut produire des effets de droit.